Et bienvenue dans Tout le monde peut réussir, le podcast qui vous plonge dans l'univers fascinant des métiers et des parcours de vie inspirants. Chaque semaine, explorons les histoires de celles et ceux qui ont su transformer leur passion ou leur mission de vie en carrière. Car oui, vous aussi, vous pouvez réussir. Ensemble, découvrons ces témoignages qui vous prouvent que tout est possible. Prêt à t'inspirer ? C'est parti! Eh bien les gars, bonjour. Bonjour. Hello. Bienvenue. Merci de nous accueillir. Jules, Joachim, ça fait plaisir de vous avoir ici pour débriefer un peu de ce documentaire. Ouais, on est super content d'être là, donc merci de nous avoir ce soir. Ok. Trop cool. Est-ce que vous pouvez nous introduire un peu le documentaire, l'équipe, qu'on en sache un peu plus? Je peux commencer, ouais, si tu veux. Du coup, le documentaire, il est né d'où déjà de notre école, donc Sub de Pub, qui nous a amené à faire un projet audiovisuel. Ok. Donc on devait soit faire une fiction, un clip ou un documentaire. Et moi, avec Jules, c'est vrai qu'on avait vraiment cette envie de faire un documentaire. Je pense qu'il va vous parler de cette passion commune qu'on a tous les deux. Ouais, en fait, avec Joachim, déjà, ça fait depuis la première année du master, donc 2 ans maintenant qu'on était très très potes. Et à la fin de la première année, on s'est dit, pour le projet de deuxième année, on a envie de faire un docu, on a envie de parler d'un sujet qui nous plaît, à savoir l'océan, qui est un truc qu'on partage et qui fait partie de nos vies actives tous les deux. Et donc en fait, quand on s'est posé la question de qu'est-ce qu'on tourne l'année prochaine, c'est allé super vite. On voulait faire un docu, on voulait parler de l'océan, donc on a cherché un angle qui nous plaisait. Et c'est là où Joachim, dans ses recherches, a trouvé un truc qui était nickel pour nous. Et je pense qu'on va vous en parler au cours de la soirée. Je sais pas dans quelle ordre vous voulez approcher les choses, mais... Ça va suivre, t'inquiète. Ça va, le conducteur. Quand vous dites passion commune pour l'océan, qu'est-ce qui chacun vous relie un peu à ça? Je pense qu'on l'appréhende un peu de manière différente. Enfin, c'est-à-dire que moi, je viens de Strasbourg, donc pas du tout Pas très au à bord de l'océan. la mer ou à l'océan. Ça qui est un peu marrant sur cette envie de faire un documentaire sur l'océan. Et moi, c'est surtout au travers de mes voyages. J'ai la chance d'avoir une famille qui m'a beaucoup initié au voyage, à la culture des pays étrangers, etc. Et donc, c'est vraiment au cours de ces voyages que moi, j'ai pu découvrir cette passion que j'ai pour l'océan, les sports nautiques, par exemple la plongée ou alors faire du surf, enfin, tous ces trucs que j'aurais pas pu découvrir en voyageant. Et c'est là-dessus qu'on s'est rejoint avec Jules, qui lui aussi un grand fan et qui pratique beaucoup de sports nautiques. Ouais, moi de mon point de vue, c'est un truc très familial. L'océan, grand-père dans la marine, du côté de mon père où ils ont grandi à Toulon, Brest, ma grand-mère bretonne. Enfin, c'est un truc qui a fait toujours partie de nos vies. On est toujours parti au bord de la mer depuis tout petit. Moi, j'ai eu la chance avec mes parents de faire de la voile depuis que je suis en âge d'en faire et j'ai poursuivi ça en compétition dès que j'ai pu. Puis les sports nautiques, ça a toujours fait partie de mon temps libre de manière générale. Dès que j'ai pu faire quelque chose, c'était autour de la mer ou d'un plan d'eau quelconque. C'est comme ça que je me suis retrouvé à faire de la voile sur la Seine pendant 5 ans. De la voile sur la Seine? Ouais, ça existe, ouais. Ok. Et donc, ouais, non, l'océan, c'est notre... Enfin, moi, personnellement, je le vois comme mon terrain de jeu et au point que j'ai envie d'en faire ma vie complète dans le futur, là. Ok. Tu dois finir au bord de l'océan. Ouais, ou même... bosser. ouais, c'est ça, de pas juste en faire un hobby ou un truc... que ça soit pas juste un loisir, mais que ça fasse partie intègre de ma vie, que ça soit pro, familial, tout. Enfin, que ma vie tourne un peu autour de ce truc-là, quoi. Ok. Ouais. Et vous avez 2-3 lieux où vous êtes allés pour nous faire rêver là. Ouais, Vous kiffez, moi, Cergy, Paris-Plage. moi je dis je voyage pas mal, donc ouais, j'ai aussi fait une année sabbatique, je pense qu'il m'a un peu transformé, Ok. où je suis parti au Costa Rica, au Pérou, au Brésil, au Mexique, tous ces endroits, et à chaque fois j'étais sur la côte, donc au bord de l'océan. Très, Trop très chiant. cool. Et c'est vrai que j'ai vécu des expériences, par exemple 2 mois au Costa Rica où j'ai pu surfer tous les jours. Donc c'est que Incroyable. ça te change un peu et tu vis dans un mode de vie qui te fait rêver. Et là maintenant, aujourd'hui, c'est vrai que j'ai qu'une envie, c'est d'y retourner et de revivre ce que j'ai vécu là-bas, quoi. Tu m'étonnes. Tu m'apprendras à surfer. J'ai fait une fois et je me suis pris une raquette monstrueuse. Alors je vais pas dire, je suis encore un grand débutant, je pense. Pour être très bon en surf, il faut soit être né Ouais. sur place, vraiment. Pas à Strasbourg, quoi. Pas à Strasbourg. On peut, mais alors il faut vraiment être très chaud et se chauffer à faire du surf tout le temps, quoi.
Et moi j'ai fait plein de trucs dont j'ai aucun souvenir parce que mes parents adoraient voyager quand j'avais l'âge de pas m'en rappeler, donc c'est comme ça que je suis allé à Hawaï, au Cap Vert et dans des endroits cool. J'ai des photos, aucun souvenir. Mais non, je pense que mon expérience la plus marquante c'est que j'ai habité 3 ans en Norvège et que j'ai des souvenirs de ouf où ma mère venait me chercher à la sortie des cours et on allait faire de la planche. On sortait, on allait direct sur l'eau, ou avec mon père on faisait ça jusqu'à genre la veille de Noël en Norvège au milieu de la neige. Ça c'est des trucs où là j'ai eu la chance de vivre au bord de l'eau pendant 3 ans et ça a été un peu un truc qui me suit depuis, où je me dis mais il faut que je retrouve cette situation là quoi. Okay. Où ça en Norvège? À Stavanger sur la côte ouest, donc c'est le 2e endroit où il pleut le plus en Europe. Sympa, tu vois, c'est sexy. L'eau c'était pas juste la mer, c'était l'eau partout tout le temps. Ok. T'avais quel âge? C'était de mes 13 à mes 16 ans. Ok, donc quand même un peu grand. Ouais, c'était le début de l'adolescence. C'était à la fois cool de vivre ça et en même temps la France m'a vite beaucoup manqué. Mais le cadre de vie quand même qu'on avait là-bas pour une famille, c'est quand même mais mec tout. Mais j'ai des potes qui verront, qui savent à quel point le fromage c'est ma vie. Et là-bas c'est vraiment l'opposé de la tradition, donc c'était compliqué. Ouais. Mais non, là-bas là j'ai eu cette chance de vivre au milieu de ce truc-là pendant 3 ans où tu fais du sport tout le temps, t'es contact de l'eau et des éléments en permanence, et du coup je me suis dit mais en revenant de ça m'a vraiment fait un choc, et depuis que je suis revenu en France, donc ça fait 8 ans, petit à petit je sens que ça me ronge de plus en plus de rester en ville, loin de la mer quoi. Ok. Du coup toute cette passion elle vous a animé, ça a été le sujet du coup du documentaire, et comment vous avez réuni toute une équipe autour de cette passion du coup et de ce projet? En fait on a travaillé autour d'un sujet, on va y venir un peu plus tard, mais donc en vrai on a vraiment un lien avec l'océan et qu'on n'arrivait pas vraiment à décrire, et ce truc je pense qu'il y a beaucoup de monde qui l'a, c'est juste qu'on n'a pas mis les mots dessus jusqu'à présent, et donc c'est vrai qu'avec on travaille avec Lisa, Fanny et Jeanne, donc nos 2 directrices de prod, et notre un peu couteau suisse, mais elle a fait assistante réal, elle a géré le casting, là elle est monteuse, donc voilà, vraiment couteau suisse. Et elles 3 sont comme nous vraiment attachées à l'océan. Elles ont vécu au bord de l'océan, donc maintenant on vit tous à Paris, mais c'est vrai que ça nous manque au quotidien. Alors que, on pourrait vivre sans, mais finalement on se dit qu'il y a quelque chose qui nous attire et on savait pas vraiment ce que c'était, jusqu'à ce qu'on mette les mots dessus. On découvre un type qui lui a parlé de ça et qui a écrit un bouquin. Et c'est de ça qu'on va essayer de parler dans le documentaire aussi. Ok, donc vous avez même pas eu besoin de les convaincre, c'était vraiment une passion commune à toute l'équipe. Ouais, en fait le sujet a été unanime. Ouais, le sujet c'est assez vite, on l'a vite eu. Enfin, c'était facile de leur dire on a envie de faire ça, est-ce que ça vous chauffe? Et les seules discussions qu'on a eues, c'était un peu sur les places à prendre de chacun, notamment Lisa qui est dans le fond est une réalisatrice hyper talentueuse, et donc c'était compliqué de lui dire écoute, on est déjà 2 réals, nous on a carrément envie de t'avoir avec nous, est-ce que tu nous suis dans ce sens-là? Sans être réalisatrice sur ce film, au final elle a eu un rôle crucial on vous expliquera comment s'est passé la mise en place de l'équipe sur le tournage, mais c'est le seul truc où il a fallu prendre un peu de persuasion, mais sinon le sujet ça a été unanime, ça allait super vite quoi. Ok, trop cool. Et ça on a beaucoup de chance en vrai. De toute façon je pense que sur les équipes tu te rends vite compte que il n'y a pas que le réal et le chef-op ouais, c'est ça. Non. Et le l'ingé son qui sont indispensables, même si c'est les postes clés entre guillemets qui font le rendu de l'image et du son. Les gens se rendent pas compte à quel point il y a d'autres petites mains qui sont méga importantes. Nos 2 directrices de prod, on a un nombre d'anecdotes où elles nous ont sauvé le film sur des trucs d'1 quart d'heure, où tu vois t'as fait 6 mois de préparation et elles ont 1 quart d'heure pour trouver une solution, et nous on est là en mode est-ce que ça va le faire, et ça passe, et tu dis voilà, ça c'est des trucs que personne voit, à la fin ils voient un film, mais tous ces trucs là s'ils le voient pas, sans ça il y a pas de film. Mais du coup quel angle vous avez trouvé pour attaquer rallier ce sujet de l'océan à un documentaire et en faire au final un film? Ok, ouais, ça n'a pas été aussi facile que ça, parce que finalement, comme je vous ai dit, on avait ce sentiment, mais on savait pas vraiment comment l'expliquer. Donc avant ça, on s'était dit, on va peut-être faire un documentaire sur, je sais pas, une association qui va aider les océans sur le développement des fonds marins, etc. Des choses comme ça, sur l'environnement de manière plus générale, mais ou alors plus sur le côté sportif, mais c'est quelque chose qu'on voit beaucoup déjà. Ouais. Et c'est des sujets qui sont finalement un peu banaux. Puis c'est très axé sur
l'océan entre guillemets et pas trop l'esprit que l'homme a par rapport à l'océan. C'est ça. En fait, ça peut être donneur de leçons en plus. Pour revenir juste là-dessus, ça peut être un truc où tu un peu prends le parti de donner une leçon aux gens en disant bah moi je suis allé voir ça, je pense que c'est la bonne chose à faire, machin. Et c'était pas forcément l'angle qui nous intéressait non plus de base dans notre recherche de sujet. Ouais. Nous on voulait vraiment explorer ce côté plus profond qu'on avait, ce sentiment d'appartenance et à l'océan et pourquoi on avait vraiment cette impression qu'on était attiré par l'océan. Ok. Et du coup, c'est comme ça que dans tes recherches, tu as découvert quand même ce qui a fait tout ce sujet-là, c'est que, je vais te laisser expliquer, mais tout part quand même, toute l'idée de de film part d'un livre. Belle transition sur la partie 2. C'est ça. Attaquons la partie 2. Ouais, c'est ça. Donc oui, depuis le début, je dis que voilà, ce sentiment de bien-être qu'on a quand on est proche de l'océan, c'est quelque chose qu'a développé un théoricien, écrivain, marin, biologiste, je sais pas quel terme utiliser, docteur, enfin vraiment aviateur. Exactement. Et donc cette personne qui s'appelle Dr Wallace J. Nichols, c'est un Américain, et lui il a écrit un livre sur cette théorie qui s'appelle The Blue Mind Theory, et qui dit en gros que si tu es proche de l'eau, sur l'eau ou dans l'eau, tu vas avoir un sentiment de bien-être et un sentiment de sérénité qui va prendre, comment dire, que tu vas ressentir, c'est ça. Et j'ai trouvé ça hyper intéressant tout de suite parce que je me suis dit c'est vraiment ça que je ressens. Et du coup j'en ai parlé à Jules et lui il a fait mais mec c'est clairement ça. Et enfin on a trouvé les mots pour décrire ce qu'on ressentait et ça serait trop intéressant qu'on en fasse un documentaire, qu'on en parle de manière plus détaillée sur aussi les côtés, parce que dans son livre il parle de plein de choses, tout l'aspect scientifique, tout l'aspect négatif que peut apporter une vie en ville. Et à l'opposé, tout ce que peut t'apporter, les points positifs que t'apporte une vie au bord de l'océan. Du coup, le livre, c'était un peu votre guide pour le tournage. Exactement. Ouais, surtout une partie qu'on a trouvé quand même assez importante et qui est hyper clé pour nous, c'est qu'en fait, dans son livre, sa théorie, il la découpe en 3 parties, en 3 zones mentales, psychologiques, à savoir la red zone, la grey zone et la blue zone. Donc, pour faire un peu simple, en fait, la red zone, c'est quand tu commences à sentir que tu subis un peu ta vie, mais que tu tiens encore à peu près les rênes, tu t'arrives à avancer, machin, mais que tu l'as subi, t'es pas ultra maître de tes décisions, mais que tu te complais un peu dans ta situation. Et ça, c'est ce on ressentait et ce qu'on ressent actuellement toujours. On n'a pas encore changé nos rythmes de vie, mais c'est ce que tu ressens quand tu habites par exemple en ville, que tu as un job qui permet d'être à peu près confort, mais que tu sens que t'es pas heureux, quoi. En gros, t'es pas heureux, mais t'es pas encore dans un truc un peu bresson. C'est là où, quand t'es un peu forcé dans la zone rouge, tu rentres dans la zone grise, où là c'est le temps d'en changer, où c'est plutôt synonyme de dépression, de vraiment tu vas pas bien, et tu touches le fond, quoi, vraiment. Et à l'inverse, il dit que lui il parle de l'eau en général, donc aussi bien dans ton robinet que le sang. Ah ouais, ok. Ouais, vraiment genre le fait d'être au contact de l'eau et que l'eau ça a une influence sur ton épanouissement. Et donc lui il parle de la blue zone, de la blue zone, où si une fois que tu as trouvé ça, que tu as trouvé l'eau dans laquelle tu es confortable, tu retrouves un sentiment d'épanouissement. Tu ressors des 2 autres zones, en gros. Et donc nous ça nous parlait énormément parce que nous on identifiait, notre eau elle était un peu toute trouvée en soi. Le fait d'être proche de la mer et de l'océan, c'est notre axe à nous. C'était ce truc là on a besoin d'être proche de ça pour être heureux, et on sait que si demain on quitte tout et qu'on trouve un semblable de situation proche un peu de ce qu'on a ici, mais où tu rajoutes le paramètre au bord de la mer, notre épanouissement il décolle. Ouais. Et donc ça pour nous c'était quand on a lu ça et quand Joachim m'a parlé de ça la première fois, c'était boulevard Sébastopol, dans le truc le plus bruyant de Paris, sur une terrasse à genre 18h, donc tu vois, t'as bien l'ambiance des bagnoles, l'opposé, et il te parle de ça et tu te dis bah oui c'est ça en fait, c'est ça. Et là genre c'était peut-être 2-3 mois avant la rentrée, et c'était cette discussion là a fait que la question se posait plus, c'est on va faire un film là-dessus. Maintenant faut qu'on voit quelle place cette théorie prend dans le film et ce qu'on va raconter, mais ça a coulé de source dès ce moment là. Top. C'est vraiment une découverte de fou, moi j'en ai jamais entendu parler. Ouais, et c'est vrai que c'est intéressant parce que... Comment ça s'appelle juste pour rappeler Blue Mind Theory. C'est ça, le livre s'appelle juste Blue Mind, mais c'est la Blue Mind Theory. Bon, c'est avéré par des faits scientifiques,
Mais ça reste quand même une théorie. Et mais ouais, c'est intéressant ce que tu dis, que tu n'en as jamais entendu parler. Bah, moi non plus, j'en avais jamais entendu parler. Autour de moi, personne n'avait entendu. Mais quand je leur ai expliqué ce que c'était, tout le monde disait bah oui. C'est logique. Oui, moi, logique. Comment ça a été reçu par l'équipe justement? C'était logique pour tout le monde du coup? Ouais, plutôt parce que en fait, Lisa, elle est pas loin du Pays Basque. Fanny, elle a grandi dans le sud. et Jeanne, elle a grandi en Vendée. Et en fait, les trois, elles étaient en mode bah oui, c'est aussi pour ça qu'on retourne chez nous. On est si content d'être chez nous grâce à ça. Et donc, en fait, tous les 5, on a trouvé un truc qui nous parlait là-dedans. Chacun à sa manière, mais ça nous a tous évoqué un truc, un lien. Parce que qu'est-ce qui fait on est si bien dans l'eau, au-delà du fait que c'est sympa et que c'est marrant, que c'est une bonne sensation, il y a quand même un truc plus profond. Et pour ça, la théorie, c'était une découverte un peu ouf pour nous. Ouais, du simple fait que lorsqu'on pense vacances, on s'imagine au bord de la plage, enfin sur la plage, c'est quand même, je pense, très significatif. Je comprends un peu ce truc là parce que j'ai tendance, en même temps on est à Paris donc tous les 4 c'est à peu près que le truc le plus proche en échappatoire de Paris c'est la Normandie. Donc on a quand même de la flotte à aller 2 heures si tu roules à bonne moyenne et qu'il n'y a pas de bouchon à la sortie de Paris. Ou le gars 2 heures si t'es à 130 tout va bien, t'es sur les spots de kite mais il faut vraiment que tout aille bien quoi. Jamais tout va bien en sortant de Paris. Voilà. Mais ouais, moi j'ai un peu ce truc là, alors que pourtant je suis beaucoup plus montagne que mer. Et enfin, je sais que là, les 3 derniers week-ends, j'étais fourré en Normandie. Et dès que je peux, quand il commence à faire un peu beau, c'est l'échappatoire d'eau. Après, la montagne, tu peux avoir des lacs. Ouais, mais c'est ça. T'as toujours, Ils ont parlé d'eau, même du robinet. J'ai l'impression il y a 2 types de personnes. Bon, après, l'un va avec l'autre aussi, mais il y a ceux qui sont vraiment fans de montagne. Il y a ceux qui sont plus fans d'être au bord de l'océan ou juste être dans l'océan. Et je pense que ça traduit vraiment le fait que en fait, on est issus de la même terre. C'est quand même on est des hommes préhistoriques à la base. C'est vrai que du coup il y a un peu cet esprit de reconnexion. Exactement. Et je pense que à Paris surtout, j'ai l'impression que ça on arrive de plus en plus à y penser, à y songer. Et c'est pour ça que de plus en plus de personnes vont prioriser le fait de vivre là où ils se sentent bien plutôt que de penser à leur situation financière. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Oui, de toute façon, en même temps, quand tu vois la transition de niveau de vie, tu te dis on habite à Paris, enfin même proche Paris ou un peu loin de Paris, les prix vont avec, entre guillemets, ce que tu gagnes. Donc en fait, certes, tu peux gagner plus en étant à Paris, mais en fait, tu te dépenses plus. Ouais, puis tu cours toujours après un truc, mine de rien, tu prends pas trop le temps de te poser. Ce qui est flagrant, par exemple, quand tu prends une ville comme Marseille, où tu arrives à Marseille, même si c'est un peu la même frénésie d'une grosse métropole, tu auras toujours ce moment où, vas-y, tu te poses et tu profites d'être là, quoi. Ouais. T'étais souvent, toi, en plus. Ouais, bah c'est là la question que je me pose le plus en ce moment, c'est est-ce que je vais pas aller habiter à Marseille si je trouve un boulot? Ouais. Tu voulais t'acheter une GS, c'est ça? Ouais, non, Elle va pas rester longtemps à Marseille. Si elle va rester à Marseille, mais oui, sans toi. Écoute, tu sais que tu peux pas l'assurer contre le vol à Marseille? C'est vrai? Ouais. Elle sera immatriculée à Normandie. ça c'est off. Ça. Ouais, pour le coup, j'ai pas. Enfin, je suis jamais allé à Marseille, mais je vois un peu cet esprit-là. Enfin, je pense que c'est un peu le même esprit que t'as peut-être en un peu différent sur des villes comme Bordeaux. Ouais, j'imagine. Pareil, moi, j'avoue que Marseille, j'ai jamais fait non plus. Enfin, pour moi, c'est une ville de transition à chaque fois. C'était pour aller dans d'autres villes dans le sud, mais j'ai jamais pu vraiment profiter de la ville, mais elle a l'air sympa. Je connais que le Pays Basque. Mec, pas du tout chauvin. Le Pays Basque, c'est incroyable aussi. Bien sûr. À part la météo. Non, mais ça, pour le coup, c'est un truc qui nous a un peu. Le jambon, le piment, l'alcool. Un truc qui nous a frappé, nous, pendant tout ce truc-là, c'est quand même la richesse géographique de la France. C'est incroyable. Surtout quand tu pars de Paris, mine de rien, on crache beaucoup sur Paris, mais Paris, ça te permet d'avoir à la fois les montagnes. T'imagines la richesse quand tu arrives au Pays Basque, tu bois du vin et du coca mélangé, mec. Ouais, ça, j'ai même pas envie d'en parler. Ça, c'est le seul genre de truc liquide, faut pas. Mais ouais, donc c'était ouf de se dire, t'as la Normandie, pour certains, t'as la côte ouest, t'as la Bretagne, mais comme tu peux avoir des forêts incroyables, des montagnes de ouf, des gens qui sont pas du tout, qui ont pas cette fibre aquatique, ils se retrouvent très bien en pleine nature. Et c'est cette espèce de truc de dépaysement, en fait, on l'a tous en fonction du médium qui nous plaît le plus, mais tu le retrouves chez tout le monde. Ouais. C'est hyper naturel, enfin c'est presque animal en vrai. On a de la chance. Mine de rien. Non, on s'en rend pas toujours compte, mais... Bon, revenons à nos moutons. Parce qu'on est parti sur le fromage. Ouais, de la Blue Mine, on est allé très très loin. On va vous mettre un peu en difficulté. Là. Si je vous dis
l'eau, l'océan, c'est quoi le premier mot qui vous vient en tête? Bien-être, hein. Après cette aventure, je dirais bien-être. Toi, Jules? T'as pas le droit de dire le même. Le bien-être. Non, moi, l'aventure. L'aventure. C'est parce que tu penses océan, puis gros mordu de voile, t'as envie de faire des trucs de tour du monde, de machin. C'est l'aventure, direct. Votre plus grosse expérience niveau océan, etc. Enfin, celle qui vous a marqué le plus? C'est vrai que celle-là, quand même, ce film, c'est un truc de dingue. Après, en dehors du film. Ouais, je me dis, oui, c'est facile. Moi, c'est assez récent, c'est marrant, ça va être assez récent, mais je pense que je suis en train de mettre le doigt dans un truc qui va me plaire et qui va me suivre toute ma vie. Mais là, j'ai fait. Ça, ouais, mais genre, j'ai fait. Là, j'ai fait il y a 2 mois, j'ai fait une course au large. Je suis parti 3 jours en mer avec mon père et des potes, course à la voile autour de la Bretagne. Et même si c'est que 3 jours, enfin 56 heures de course, machin, c'est un truc. Sur 56 heures, tu vois les éléments dans toutes leurs formes, tu vois des dauphins, tu vois des aurores boréales. Ça d'ailleurs, ils avaient bien saoulé sur ce travail. Ouais, pendant ce temps-là. On mettra une photo là. Non, je vais faire le truc relou. Il a mis toutes ses perfs sur Strava, ça a bien saoulé ses photos et tout là. Il nous a bien fait rager. Non, ça c'était et puis je pense que c'est surtout un truc que je vais continuer, que je vais essayer de faire toute ma vie. Ouais, de la course au large, j'espère que le mois de 45 ans se dira tu rappelle-toi quand t'as dit ça il y a 20 piges. Et ouais, non, ça c'est un truc. C'était ma meilleure expérience aquatique et je pense que c'est la première qui va vraiment marquer un truc chez moi, je pense. Si tu veux documenter la prochaine fois, je suis très chaud. Ouais, ça part. J'enfilerai Pierre. Je suis inscrit au permis bateau depuis genre 4-5 ans. Oh là. On lui a payé son permis bateau il y a fort longtemps. Tu sais qu'il y a quand même 95% de réussite à ce truc-là, théoriquement. Alors avec le code promo qui va se mettre en bas de l'écran avec le voile. Il y a des films à Beaugrenelle, ils sont super, on l'a passé comme ça, c'était génial. 293 € plus les timbres fiscaux. Et le voile. Et du coup pour toi, meilleure expérience? Moi je pense que on en a parlé avant, c'est quand j'ai fait mon année sabbatique, j'ai passé 2 mois au Costa Rica. Vraiment ce truc avec le surf, je pense que le surf ça traduit vraiment quelque chose d'encore plus profond avec l'océan, vu que t'as qu'une planche finalement et t'attends que l'océan te fascine, t'amène des bonnes vagues et après c'est que du kiff. Ce qui est avec la différence je pense de ce que tu fais toi. La planche pas du tout, le kitesurf. Kitesurf, c'est vrai que quand on est parti en Afrique du Sud, on a pu faire du surf et du kitesurf. Moi, j'attendais pendant de longues minutes une vague pas ouf. Et toi, tu t'amusais déjà depuis 30 minutes dans la flotte. Mais c'est un rapport qui est différent. Et du coup, moi, c'est vraiment ça que j'ai apprécié avec le surf. C'est la patience et apprécier vraiment ton environnement. Et il y a un mode de vie de surf. Il y a un lifestyle qui est juste dingue et que je kiffe trop, quoi. C'est marrant ce que tu dis, mais du coup, vous en avez tiré des qualités au quotidien, justement par exemple, avec la patience, etc. Ouais, bien sûr. Je sais pas si tu as déjà eu l'occasion d'aller au Costa Rica, par exemple. Non. Mais là-bas, en fait... Mais non. Tout le monde va au Costa Rica, en fait, Max. Basique. Ils ont un truc, ils appellent ça... la pura vida, donc la pure vie, et là-bas c'est chill au max. Okay. Donc tu vois qu'ils sont tous en mode très chill, peu importe ce que tu fais, toujours dans la bonne humeur. Et c'est un mode de vie que moi me plaît, tu vois, parce que finalement c'est vraiment, ils profitent de la vie comme elle vient, et ils n'ont pas besoin de grand chose. Finalement le surf, pour une grande partie de la population là-bas, leur suffit, et tu vois, franchement il y a vraiment une good vibes. C'est un peu le skate chez nous, je suppose. Ouais, bien plus. Même le surf sur la côte basque, hein, c'est un peu cette ambiance. Ou le windsurf et le kite dans le Var. La Bella. Ouais, sauf que là-bas, en plus, t'as le sun et l'eau est à 30 degrés. Ouais. T'es en train de dire qu'il pleut au Pays Basque? Le Var et la Méditerranée, mon pote, c'est les mêmes conditions. Pas toute l'année, mais oui. Mais ouais, non. Pas toute l'année, ouais. Et toi? Si, la patience et la résilience, parce que je fais beaucoup, du coup, comme tu disais, de sport nautique et lié au vent. Et c'est vrai que des fois, les éléments, ils ont rien à faire que t'aies pris 3 jours pour aller faire du kite. Hein. S'ils ont décidé qu'il n'y aurait pas de vent, il n'y aura pas de vent. Mais non, tu t'apprends vachement à composer avec ces éléments-là. Et en vrai, ça t'apporte quand même pas mal je pense, dans la vie de tous les jours, de sérénité et un peu de sang-froid quand même, parce que c'est des sports où t'es vite dans des conditions compliquées et dans des situations où ça peut être. Enfin, tu peux être dans des trucs un peu dangereux. Et si tu laisses un peu la panique prendre le dessus ou quoi, tu peux te faire peur. Moi, ça m'est déjà arrivé de me faire un peu up en windsurf ou même en bateau dans des conditions pas top.
Et donc ça, au quotidien, je pense que ça te calme vachement et ça te canalise pas mal. C'est un truc, ça qui me suit du coup depuis. Enfin, j'apprends encore tous les jours. Ouais, la force des éléments. Ouais, c'est vrai que en surf aussi, hein, tu vois une grosse vague arriver au large. Tu vas te la prendre sur la tête. Ouais, tu te dis, ah ouais, là tu te sens tout petit. Et là tu te dis, ok, bon bah, on va voir. Hein. C'est quoi la taille moyenne des vagues au Costa Rica? Franchement, ça dépend des spots. C'est pas un truc de culture G, hein, c'est juste ce que t'as vu, c'est pas... Moi, ce que j'ai vu, c'est pas immense. Ouais. Franchement, c'est très accessible. Je pense que max que j'ai dû voir, c'était 3 mètres. Ok. Alors qu'au Pays Basque, C'est plus 10-15. ça se compte en immeuble. Vraiment. Mais ce qui est déjà très bien. Après, moi, je surfe pas des vagues de 3 mètres. Hein. Oui, surtout pour apprendre, c'est compliqué. Non, quand il y avait des vagues de 3 mètres, j'ai laissé les pros faire le taf. T'as des marous sur des rouleaux, t'inquiète. Et du coup, sans parler des expériences que vous avez pu voir, on va dire, là-bas avec les locaux, etc., mais tous ces sentiments-là, vous avez eu des retours d'expérience justement de personnes que vous avez rencontrées en Afrique du Sud? Par rapport au lien avec l'océan, tu veux dire? Ouais. Bah, en vrai, donc là-bas, pour vous mettre un peu de contexte par rapport au film quand même. Juste au cas où, pour que Pierre sache. On dit Cape Town ou Cape Town? Cape Town. Ou tu dis le Cap en vrai en français. C'est le Cap. Cape Town. Cape Town, ouais. Cape C'est vrai qu'au début, même nous, toi non, parce que bon, t'es chiant. Il nous reprend à chaque fois sur chaque faute de français ou quoi. Mais du coup, ouais, nous on disait Cape Town, Cape Town, et décrivait Cap Town, enfin bref. Donc Cape Town. Cape Town, ouais. Ouais, bah peut-être mettre un tout petit peu de contexte par rapport au film. Du coup, le fait le sujet du documentaire, c'était d'aller filmer. On s'est dit que, enfin, je sais pas dans quel ordre vous voulez le prendre. Si on va en parler juste après. En gros, après on va passer à la préparation du tournage. Ok. Et après on parlera des thèmes abordés dans le documentaire. Ok. C'était juste là, comme on était dans le truc Blue Mind, tu vois, c'était de savoir si vous avez eu des expériences similaires ou des gens que vous avez rencontrés là-bas qui ont eu des ressentis similaires. Bah carrément. Bah donc pour répondre à ça, on a eu l'occasion de tourner dans un surf shop et de rencontrer toute une équipe de coachs de surf et de clients aussi, enfin des gens ultra liés au monde du surf. Et puis même quand on allait surfer, faire du kite, j'ai pu discuter un peu avec des mecs des surf shops. Ils sont tous, surtout là où on était en fait, le quartier où on habitait. Pour le tournage, c'est là où il y a les plus grosses compétitions de kite, King of the Air, enfin c'est un truc assez énervé, et il y a des spots de surf sur toute la côte. Et en fait, tu te rends compte que ces gens-là, leur vie, elle est rythmée par soit les vagues, soit le vent, quoi. Ils se lèvent le matin et ils vont voir s'il y a du vent le matin ou s'il y a de la vague, et ils vont d'abord aller faire ça avant d'aller bosser, ou alors se dire bon bah ok, sur ma pause déj, je vais faire ça, ou alors dès que j'ai fini le taf, je plie mon après-midi pour qu'à 17h j'ai du temps et je vais rider. Et ça, ouais, tu sens que dans leur vie, ça fait partie un peu comme ce que tu dis sur le Costa Rica, c'est que ça fait partie de leur vie à fond. Ouais, c'est un truc très répandu. Ouais, c'est complètement c'est dans leur mœurs à fond, c'est que ça fait partie de la culture. Et que s'il y a un mec qui vient pas, qui est en retard à un resto parce qu'il allait faire du kite, c'est normal, quoi. Ok. Tu sens que ça fait partie du truc. On retient. C'est une excuse à Paris, tu vois, celle-là, j'adorerais la sortir, elle marche pas. Hein. Non. T'es déjà arrivé? Non, mais en vrai, ça nous a marqué là-bas. C'est que c'est notre quartier, en tout cas, c'est pas une vérité pour tout Cape Town parce que c'est ultra hétéroclite de partout. Mais nous, c'était notre quartier, c'était ouf à quel point c'était rythmé par le vent et les vagues. Un truc de dingue. Ça n'a pas été trop chiant pour les repérages d'ailleurs, du coup, vu que c'est quand même assez épars, c'est très différent. Ouais, si. Street View a suffi. Ouais, c'est un peu ça. Hein. Pour le repérage, comme dit, nous. On est en France, on va filmer un documentaire à Cape Town, donc à vraiment l'autre bout du monde. Donc on avait cette solution de Street View maintenant qui est quand même bien utile, on va dire. Mais une fois sur place, les conditions météo sont pas forcément les mêmes. Il y a plein de choses qui changent, le trafic, etc. Donc oui, bien sûr, il fallait s'adapter. C'est clair que là, s'il flottait pendant une semaine, vous étiez bien. Ouais, mais sur ça... On a eu vraiment beaucoup de chance. Hein. Ouais, c'est clair. Ouais, on a eu le seul truc qu'on a dû relocaliser, c'est une interview sur la plage où effectivement il y avait trop de vent. Ouais. Et en fait, on a juste fait ça un autre jour et c'était parfait. Et c'est le seul problème qu'on a eu. On avait gardé des jours, donc aucun problème. Ouais, même pas forcément un problème de localisation parce que du coup vous avez tourné sur la plage aussi. Ouais, au final là-bas on a des locaux qui nous ont dit en vrai cette plage elle est plus jolie que celle que vous aviez, donc et on a fait ok go, et en fait carrément vous avez raison. Délocalisé niveau temps pour un problème technique et en fait c'était un mal pour un bien, donc trop cool. Trop bien. C'est une super transition pour la partie 3 et à savoir pourquoi Cape Town.
Et merci à vous d'avoir écouté cet épisode de Tout le monde peut réussir. On espère que cet épisode vous a inspiré et vous a motivé à poursuivre vos propres rêves. Si cet épisode vous a plu, on vous invite à liker, à nous laisser un commentaire et à partager autour de vous. Et surtout, vous abonner si vous ne voulez pas louper les prochains épisodes. Souvenez-vous, peu importe d'où vous partez, avec de la passion et de la persévérance, tout le monde peut réussir. À bientôt.